Et voilà, nous sommes en ligne et la salle virtuelle est ouverte. Donc, les personnes qui sont déjà connectées nous voient. Bonsoir, nous les saluons déjà. Bienvenue. Bienvenue à vous tous qui rejoignez donc ce jeudi d'Artège. Les inscrits habituels doivent avoir, je pense, l'habitude, mais voilà, nous commençons par notre petit rituel pour laisser en fait à chacun le temps de nous rejoindre ce soir. Je vous propose, à vous tous qui nous écoutez, eh bien qu'on voyage un peu ensemble, donc que chacun de vous nous dise sur la messagerie instantanée d'où il nous écoute en France ou en Navarre ou à l'étranger ce soir. Voilà, donc je vois qu'il y a déjà des Lyonnais. Un certain Vincent, je ne vais pas donner les noms de famille évidemment, mais voilà, donc Vincent de Lyon, je vois aussi Marie de Chartres, Josian de Dunkerque, je vois Kitry à Perpignan, Vincent de nouveau à Paris, voilà, Le Chesnay, la région nantaise, Paris, Rennes, Düsseldorf, Cholet, Paris 18, Toulouse, Carantec, Carantec, Paris, Montpellier, Suisse, Rambouillet, Michel de Suisse, voilà, me dit la personne, Karine de Rambouillet, Sonia du Québec, à Saint-Jérôme, exactement, Bois-Colombes, Grenoble, Louveciennes, Moulins-en-Gilbert dans le Morvan, Bordeaux, Limoges, Saint-Étienne, Marc de Saint-Étienne, nous dit-on, David de Paris, Anne-Laure de Paris, Anne-Claire de Paris, Marie-France de Cholet, Estelle, Paris, beaucoup de Parisiens, Saint-Mandé, la Belgique, Boulogne-Billancourt, Paris 17 aussi, l'Auvergne, l'Auvergne. Voilà, depuis Bamako, Emmanuel depuis Bamako, magnifique. Yolande de Saint-Priest dans le 69. Alors, Paris-Boissière, Angers, Chamonix, des montagnards. Alors, le Haut-Anjou. Je ne savais pas que cette dénomination existait. Grenoble, Chesnay, Bruxelles, Paris 17, Lyon de nouveau, Paris 16, Mayenne, Bernadette en Mayenne, exactement. Voilà, Suresnes, Arzon, peut-être plutôt, Bergerac, le sud de la France, Belley, Lille, Levallois, La Garenne-Colombe, très bien, merci beaucoup. Versailles, j'avais pas vu encore ce soir. Ici, Ottawa, c'est bien comme ça qu'on dit, oui. Ottawa. Enghien-les-Bains, Rivier-d'Almont, Cotignac. Alors, Rivier-d'Almont, c'est des montagnards aussi, oui. Cotignac et Savigneux dans l'Ain, super. Merci beaucoup, merci à tous de nous avoir fait voyager ainsi. On voit qu'on touche même le monde, puisque nous avons quelques personnes établies bien loin d'ici. Merci d'être avec nous ce soir. Nous allons commencer donc officiellement ce webinaire. Bienvenue au jeudi d'Artège. Donc chaque jeudi, pour ceux qui ne connaissent pas encore le principe des jeudis d'Artège, voilà, chaque jeudi à 21h, un auteur Artège vient à votre rencontre pour partager autour d'un thème et répond à vos questions en direct. Alors nous avons déjà reçu de nombreux auteurs, dont Monseigneur Ray sur l'islam, le Père Joël Guibert sur le combat spirituel, l'abbé Grosjean sur le thème Donner sa vie, Mélina et Pascal Oudot sur Travail et vie de famille, une perspective chrétienne, voilà, sujet hautement débattu, n'est-ce pas, Travail et vie de famille, Gabriel Cluzel sur l'enracinement, Blanche Streb sur la bioéthique. Voilà, la semaine prochaine, nous recevrons Stéphane Bloco sur le thème le biberon numérique, le défi éducatif à l'heure des enfants hyper connectés. Et puis, nous recevrons plus tard de nouveau l'abbé Grosjean, Inès Pellissier du Rosas et l'abbé Mathieu Daucher. Voilà, tout ce programme, vous pouvez le retrouver dans la rubrique webinaire du site web des éditions Artège et vous pouvez même réécouter des webinaires passés puisqu'ils sont enregistrés et proposés dans cette rubrique. Et c'était également bien sûr valable pour ce webinaire de ce soir. Donc le format, c'est toujours le même, 1h30 de webinaire avec au début 30 minutes d'exposé, puis 1 heure de questions-réponses avec l'auteur. Vous pouvez d'ailleurs dès à présent écrire vos questions ou vos contributions sur la messagerie instantanée qui est réglée en mode confidentiel.
Donc c'est normal si vous ne voyez pas les contributions des autres personnes. Je suis la seule à pouvoir le consulter et puis je poserai le plus grand nombre de vos questions à l'intervenant. Alors ce soir, nous sommes avec François-Xavier Clément. Donc Monsieur Clément, bonsoir. Bonsoir Lucie. Merci de prendre ce temps avec nous. Vous êtes philosophe, vous avez été enseignant, chef d'établissement scolaire et directeur de l'enseignement catholique de la Loire. Alors voilà, à une époque où les repères s'effacent et les structures éducatives sont à la peine, sont parfois même très attaquées, eh bien, il semble que seule une vision moderne de l'éducation, fondée sur l'humanisme chrétien, soit en mesure de répondre aux défis contemporains. Alors, Monsieur Clément, vous avez publié en février un livre intitulé « La voie de l'éducation intégrale ». Je vais vérifier que tout le monde le voit, voilà, comme ça. Voilà, donc la voie de l'éducation intégrale. Donc, d'ailleurs, pour les Parisiens, sachez que Monsieur Clément dédicacera son livre et pourra rencontrer ses lecteurs le samedi 13 mars de 12h à 15h au 48 rue de la Bienfaisance dans le 8e arrondissement. Voilà. Donc, pour commencer, je vais tout simplement citer le début de votre livre. Dans l'éducation, il faut certes viser l'excellence, mais l'excellence intégrale. L'exigence doit être intégrale pour ne pas abîmer la confiance. Il faut que l'enfant grandisse dans toutes les dimensions en même temps. Le corps, le cœur, l'intelligence et la spiritualité. Alors, je vous propose maintenant, Monsieur Clément, de nous partager quelques réflexions pendant 30 minutes. Et puis pendant ce temps, je recueillerai les questions que vous tous qui nous écoutez pouvez déjà poser sur la messagerie instantanée. Voilà, c'est à vous. Merci Lucie et merci à chacune et à chacun d'entre vous. Je suis à la fois heureux, je vous cache pas, aussi un peu impressionné de vous parler de ce bébé qui a connu une gestation de 25 ans sous un certain regard et puis de 3 mois en termes d'écriture. Voilà 25 ans que je suis engagé dans l'éducation et 25 ans que je travaille ces sujets avec des ressources qui sont diverses, mais qui se concentrent sur un axe que j'ai reçu à la fois de différents maîtres et aussi du goût d'aller découvrir les textes à la fois de l'Église et de l'anthropologie réaliste. Et j'ai très vite découvert le sens de l'éducation intégrale et j'ai eu un vrai plaisir à approfondir ce sujet de l'éducation intégrale. Alors, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Quand on parle d'éducation intégrale, le terme même intégral a été un peu discuté avec certains qui y voyaient un terme peut-être un peu trop conceptuel, d'autres qui avaient l'impression que on était dans un domaine qui n'était pas tout à fait celui de l'éducation et le terme n'est pas toujours bien compris. Et pourtant, je fais le choix de le garder parce qu'il dit plus que la globalité, il dit plus que la totalité, il dit plus que simplement l'idée de cette pensée holistique dont parlent les anglo-saxons. Il sous-entend que tous les éléments s'intègrent les uns dans les autres et les uns avec les autres pour construire la personne humaine. Ma grande, comment dire, le fil conducteur de ce travail est s'appuie sur une définition qui est la définition de l'éducation intégrale que vous pouvez retrouver dans à la fois le catéchisme de l'Église catholique, à la fois le code de droit canonique, à la fois un texte magnifique du Concile Vatican II qui s'intitule Gravissimum Educationis, qui est bien connu des éducateurs. Je vous lirai simplement un tout petit passage et ce sera la seule citation que je lirai durant cette intervention, mais il me semble important de vous donner le texte lui-même. Le but que poursuit la véritable éducation, ça c'est dans le Code de droit canonique, est de former la personne humaine dans la perspective de sa fin la plus haute et du bien des groupes dont l'homme est membre et au service desquels s'exerce son activité d'adulte. Former la personne humaine dans la perspective de sa fin la plus haute et, en même temps,
liés, parfaitement liés, dans une même finalité, la vision du bien commun, c'est-à-dire le bien de la société dans laquelle va s'engager la personne. Et tout de suite apparaît dans l'éducation intégrale cette idée qu'il y a à la fois une formation de la personne humaine en vue de sa fin la plus haute, et donc il va falloir définir la fin de la personne humaine, et puis de l'autre côté, la dimension sociale. L'homme est un animal social, et donc il convient de penser son éducation en vue de son engagement dans une vie sociale et donc au service d'un bien commun. C'est assez naturellement donc que j'ai commencé ce livre en travaillant sur la question de la personne humaine, sur la question de la nature humaine, en réaffirmant la nécessité de connaître les invariants de cette nature humaine. J'y ai travaillé la question de l'acte humain. J'ai essayé de décortiquer ce que l'on appelle en philosophie un acte humain, parce que si on ne comprend pas ce qu'est la nature humaine ou un acte humain, eh bien, on ne pourra pas accompagner l'enfant, la personne humaine qu'est cet enfant, dès le départ, dans la construction de sa vie. Et j'insiste sur ce point, l'enfant, dès le départ, est une personne. On a tendance à oublier cela dans la prime enfance. Quand on parle de personne humaine, nous vient pas immédiatement à l'idée ou dans notre imagination un tout petit bébé de quelques jours. Et pourtant, on le sait, dans les combats pour la défense de la vie, nous rappelons pourtant bien souvent que l'enfant à naître est une personne. Mais que signifie l'enfant est une personne quand il s'agit d'éducation? Eh bien, cela signifie que c'est un sujet. Et donc, très rapidement, après avoir traité de la nature humaine, de l'acte humain, eh bien, j'en viens à traiter de la question de la liberté. Et il est essentiel de s'attarder sur la question de la liberté en se disant que non seulement il s'agit de former l'intelligence, le cœur, la volonté, toute la personne à cet exercice de la volonté, de la liberté, pardonnez-moi, pour un engagement au service du bien commun, mais il s'agit de tenir compte aussi du libre arbitre qui existe très tôt dans le cœur de l'enfant et qui va émerger progressivement, et de ce libre arbitre naîtra finalement le développement à travers la rationalité de la liberté, c'est-à-dire de la capacité de l'enfant à agir par lui-même. Ces fondamentaux éducatifs qui permettent de comprendre ce qu'est la personne humaine ne seraient pas compris et compréhensibles dans l'éducation intégrale si on ne s'attardait pas sur leur finalité. Quelle est la finalité de l'éducation intégrale? La finalité de l'éducation intégrale, vous l'avez entendu dans cette citation du Code de droit canonique, c'est la fin la plus haute de la personne humaine. Quelle est cette fin la plus haute? La fin la plus haute de notre personne et de la personne humaine créée à l'image et à la ressemblance de Dieu est nécessairement dans la partie la plus haute de la personne. Et la partie la plus haute se trouve dans la vie spirituelle. Et si l'éducation intégrale est la véritable éducation dont parlent les pères du Concile ou dont parlent les papes, et encore récemment le pape François dans un discours, pourquoi parle-t-il de la véritable éducation? Eh bien, cette véritable éducation, elle a pour visée, pour but, pour finalité, le ciel et la vie éternelle. Ça semble incroyablement ambitieux de dire les choses de cette manière-là. Ça semble même presque décalé dans notre monde contemporain. Ça semble tout droit sorti d'un environnement un peu insulaire, et ça semble être le discours de quelqu'un qui ne vit pas tout à fait dans le monde réel. Et pourtant, je suis bien certain et bien convaincu que la jeunesse a besoin aujourd'hui, comme hier et peut-être plus qu'hier encore, d'être nourrie, d'être abreuvée dans sa soif d'absolu, dans sa soif d'éternité, et qu'on lui indique les cimes les plus hautes, qu'on lui indique le chemin qui va conduire effectivement à cette vie éternelle. Si l'éducation intégrale a pour but et a pour finalité
la vie éternelle, ça change tout. Ça change tout. C'est ce qu'on pourrait appeler le point de relativité absolue de l'éducation. Car ça signifie effectivement que l'être humain, la personne humaine, est dans le plan de Dieu de toute éternité et que nous vivons sur Terre comme dans un trait d'union entre deux éternités. Éternité d'où nous venons dans l'intention de Dieu et éternité vers laquelle nous cheminons. Et si notre vie humaine a pour fin la vie éternelle, alors si ce point de relativité va éclairer l'ensemble des gestes éducatifs dans une éducation chrétienne. L'éducation chrétienne ne peut pas se satisfaire d'une finalité temporelle. Même si, je vais y revenir dans un instant, il est bien évident que l'acte éducatif, celui des parents comme celui de tout éducateur, doit avant tout se conformer à la personne au sens naturel du mot, et donc se conformer à l'ordre naturel pour ensuite y développer le surnaturel. Comme le disait un professeur, mon professeur de philosophie, on ne fera jamais un bon surnaturel sur un naturel défaillant. Et donc, il convient effectivement de bien penser l'ordre naturel. Mais vous l'avez compris, si l'éducation intégrale a pour finalité le ciel, la vie éternelle, alors, eh bien, il va falloir penser l'unification de l'éducation autour de cet enjeu qui est l'enjeu qui traverse à la fois la vie familiale, la vie sociale, la vie scolaire. C'est tous ces points sur lesquels j'ai cherché à développer ma réflexion et que je vais effleurer ce soir avec vous. Sur la dimension naturelle à laquelle je faisais allusion à l'instant, il est bien évident que traiter de l'acte humain, et j'ai voulu que dans ce livre, il puisse y avoir un petit marque-page que je vous montre là. Ce petit marque-page est alors je ne sais pas si on le voit bien avec le reflet, mais ce petit marque-page présente ce que l'on appelle en philosophie réaliste l'acte humain. Alors, comme toujours, c'est schématique, donc c'est forcément très imparfait, mais j'ai souhaité que ce livre puisse alterner des parties pratiques et des parties plus spéculatives, des parties de réflexion. Et dans la dimension pratique, eh bien, j'essaye d'aider mon lecteur par ce schéma qui synthétise en quelque sorte l'anthropologie réaliste, avec la question des 5 sens externes, avec la vie des 4 sens internes, donc l'imagination, la mémoire, la cogitative, et puis le sens commun, la vie intellectuelle, la volonté, les passions, l'irascible et le concupiscible, et comment finalement l'acte éducatif a pour mission, a pour objectif, eh bien, de conduire l'enfant à découvrir dans sa vie intérieure, et quand je dis dans sa vie intérieure, ce n'est pas au sens spirituel du mot, évidemment, c'est plutôt au sens de sa rationalité naissante, la capacité à choisir le bien, à décider d'orienter par sa volonté, par son intelligence, ses passions, son imagination, pour petit à petit développer une cohérence interne, une harmonie interne, son unité de vie. L'unité de l'acte humain ne dépend pas de l'intervention de l'éducateur en tant que tel. L'éducateur, il est là pour accompagner une croissance qui ne dépend pas de lui. La croissance de l'enfant, et c'est un point que j'aime à rappeler dans l'éducation, la croissance de l'enfant, elle a pour principe de vitalité, principe de dynamisme, eh bien, l'enfant lui-même. Et c'est l'enfant qui croît, qui se développe, qui se déploie, et peu à peu, l'adulte qui va corriger, diriger, aider l'enfant en inspirant en lui le désir du bien. Ce désir du bien, au sens naturel du mot,
il a pour nom le bonheur. La construction d'une vie a pour but, au sens naturel toujours du terme, et non pas au sens surnaturel, a pour but de vivre dans le bonheur. Le bonheur, qu'est-ce que c'est? C'est finalement la capacité que l'on a à vivre dans la plénitude de notre nature humaine, et que l'ordre de notre nature puisse s'accomplir dans les actes que nous vivons. Alors, comment on vit cette nature humaine et cet ordre de la nature humaine? On vit cet ordre tout simplement en découvrant en nous les actes et le chemin par lequel nous allons pouvoir poser des actes avec facilité, en les répétant, soit dans la maîtrise de nous-mêmes, soit dans la tempérance, soit dans la force, soit dans la justice, soit dans la prudence. Et c'est finalement le chemin des vertus. Le chemin des vertus est chemin de bonheur, au sens où Aristote le disait, c'est-à-dire que Aristote définit le bonheur en disant que c'est l'acte selon la vertu, c'est-à-dire que c'est l'état dans lequel se trouve l'homme quand il agit vertueusement, et qu'il acquiert petit à petit la capacité à harmoniser l'ensemble de sa vie par des vertus, c'est-à-dire par des habitus, des plis qu'il va donner à sa volonté, et progressivement la facilité avec laquelle il va pouvoir diriger sa vie. Sur le petit schéma dont je vous parlais il y a un instant, il y a un petit char avec 2 chevaux. J'aime prendre cette image, je la trouve assez parlante. Un cheval noir et un cheval blanc, et un cocher qui a un fouet à la main et qui a pour but de faire avancer son char bien droit, de façon bien coordonnée et bien cohérente. Et la difficulté vient tout simplement que le cheval noir a tendance à tirer à droite et le cheval blanc à gauche. Le cheval noir représente l'irascible. Notre irascible, c'est notre désir de l'ardu, de ce qui est difficile, d'aller combattre et d'aller dans le sens de la difficulté. Le cheval blanc, c'est à l'inverse celui qui nous mène vers le plaisir, vers ce qui est doux et agréable. Et ces 2 chevaux, finalement, tirent en nous un peu en permanence, comme pour aller dans le sens de leur pente naturelle. Ce sont nos passions. Et nos passions, j'aime cette expression qui dit que nos passions doivent être des alliées soumises, mais des alliés. Et il ne s'agit pas de les empêcher d'offrir le dynamisme de leur vitalité à nos actes. Et donc, l'éducation a pour but d'aider l'enfant à diriger ses passions, à les réguler et à mettre un ordre petit à petit dans sa vie sensible. J'en viens à une partie de mon livre qui est ô combien importante, surtout aujourd'hui. On vit dans une société qui, depuis quelques décennies, a tendance à vouloir remplacer le rôle des parents par la société. On a un ministère de l'Éducation nationale qui a dirigé un certain nombre d'orientations éducatives marquées par des idéologies que je qualifie de permissives ou déconstruites concernant la nature humaine, et je fais allusion notamment à toute la question du gender et des questions d'orientation sexuelle, mais pas seulement. Et nous avons besoin de réaffirmer le rôle premier et non négociable des parents dans l'éducation. Il est indispensable de rappeler que les parents sont les premiers éducateurs, mais au sens où ils sont au principe de l'éducation des enfants. La famille, en cela, est donc le premier lieu de l'éducation. Ce qui signifie effectivement, par voie de conséquence, que l'école n'est que le second lieu de l'éducation. Et l'école n'a pas à être le premier lieu de l'éducation. C'est la raison pour laquelle les papes et de nombreux éducateurs catholiques rappellent
que c'est aux parents de choisir l'école de leur vœu et la plus cohérente avec leurs choix éducatifs, avec leur vie familiale, avec leur culture propre, avec leurs convictions les plus profondes. Car ce qui se vit à l'école est déterminant pour la vie d'un enfant et cela ne peut pas être indifférent pour des parents. Quand on dit que la famille est le premier lieu de l'éducation, c'est aussi le premier lieu de la vie sociale. On a tendance, là aussi, à oublier que la famille est un lieu de relation, un lieu de dialogue, un lieu de construction de la relation, un lieu d'altérité, un lieu de fraternité, et que la socialisation d'un enfant, comme on aime à le dire aujourd'hui, ne se fait pas au détriment de la famille, elle ne se fait pas en dehors de la vie familiale ou par l'école, elle se fait d'abord à la maison. Et l'enfant apprend à communiquer, à entrer en relation, à construire des relations, à construire une amitié, à construire ces relations même d'amour entre frères et sœurs et avec ses parents, dans le cadre de la cellule familiale, cette petite église domestique, pour reprendre une expression chère à Saint Jean-Paul II. Dans la famille, on apprend aussi, au-delà de la vie sociale et des premiers rudiments de la vie sociale, on apprend la relation au travail, la relation à l'argent, la relation à la vie des relations entre les familles et de la famille vis-à-vis de la société. Et c'est là que se nourrissent, à travers des conversations, à travers le dialogue familial, et que s'enrichit la vie culturelle d'un enfant. Il n'y a pas d'un côté la vie familiale avec les plaisirs de la vie familiale et de l'autre l'école avec le champ de l'éducation, avec un système que j'appelle la prestation de service, où finalement, de même que je vais voir mon banquier quand j'ai besoin d'une expertise financière, et bien de même, les parents du petit Charles ou du petit Guillaume viendraient me voir pour me demander une expertise éducative et me confieraient l'éducation de leurs enfants pour pouvoir, en quelque sorte, s'en décharger. Cette vision, elle est malheureusement très souvent présente, y compris dans des établissements catholiques, où finalement nous avons une relation avec des parents où les parents attendent de notre part que nous soyons des professionnels de l'éducation pour leur permettre à eux de vivre une relation qui sera celle des hobbies, celle du plaisir de la vie familiale, celle d'un week-end tranquille. Il m'est arrivé d'entendre des parents me dire en rendez-vous, non mais écoutez, on va pas en plus faire de l'éducation le week-end. Et effectivement, je comprends bien que s'il s'agit de faire de l'éducation, pour je mets des guillemets pour cette expression qui est un peu laide pour le dire, et bien évidemment, s'il s'agit de faire de l'éducation, je comprends que ça soit un pinceau. Il ne s'agit pas de faire de l'éducation, il s'agit d'éduquer au sens où je vais transmettre ce que je suis à mes enfants. Et c'est un point qui est déterminant à bien comprendre pour la famille comme pour l'éducation scolaire. Il y a 3 niveaux d'efficacité dans l'éducation. Il y a la parole, les actes et l'être. Premier niveau, la parole, c'est celui qu'on utilise le plus souvent et c'est pourtant le moins efficace. Le deuxième, ce sont les actes, c'est ce que vous faites à chaque fois que vous posez des actes avec vos enfants pour leur apprendre à faire leur lacet, à lire une histoire avec eux, à travailler les maths, vous posez un acte avec eux. Troisième niveau, c'est l'être, c'est-à-dire votre personne. Et notre personne d'éducateur ou de parent, est beaucoup plus intégrée dans l'acte éducatif que ne le sont nos paroles. Nos paroles, certes, peuvent déjà transformer un peu la vie intérieure d'un enfant et lui donner notamment l'habitus de la parole. Mais ce n'est pas ça qui va transformer en profondeur véritablement un enfant et l'aider à choisir le sens de sa vie, à choisir d'adopter véritablement telle ou telle conviction ou de développer sa propre liberté, ce qui va
le déterminer et ce qui va l'aider à se déterminer et à exercer sa propre liberté, c'est l'exemple d'adultes autour de lui qui sont réellement des adultes, qui assument pleinement leur rôle d'adultes, de parents ou simplement d'adultes. Et tout adulte qui se présente devant un enfant est un éducateur potentiel, qu'il le veuille ou non. Je dis bien qu'il le veuille ou non. Et il n'y a pas un mode éducation et puis un mode ludique, un mode vacances ou un mode sport. On est dans une relation éducative systématiquement quand on est en face d'un enfant. Et le point sur lequel on doit être, comment dire, particulièrement vigilant dans notre vie quotidienne d'éducateur, c'est que quand on parle de l'exemplarité, comme je viens d'en parler, on a tendance immédiatement à se dire oui, mais c'est bien gentil, sauf que moi je suis pas parfait, moi je suis un père très imparfait, et si je dois être exemplaire, alors autant ne pas avoir d'enfant parce que je ne serai jamais exemplaire. Mais ne confondons pas l'exemplarité avec la perfection. Il y a une forme d'imperfection dans l'éducation qui peut même être très salutaire, je le pense, vis-à-vis des enfants. À se présenter comme trop parfait vis-à-vis de ses enfants, je pense qu'on leur rend la vie d'adulte tout à fait inaccessible. Et puis, vous le savez comme moi, les enfants ne sont pas dupes des imperfections des adultes. Et donc, autant les assumer tranquillement, soit par le pardon, soit par une relecture qui va les éclairer sur ce qui s'est passé. Mais je pense que c'est très important d'assumer pleinement l'exemplarité d'adultes que nous avons vis-à-vis des enfants. C'est probablement l'ancrage le plus profond qui existe dans le cœur d'un enfant, l'exemplarité d'un adulte. Et c'est probablement ce qui fait le caractère le plus scandaleux du contre-exemple d'un adulte à côté d'un enfant. Et quand il y a un contre-exemple face à un enfant, on est toujours évidemment blessé et scandalisé, mais c'est avant tout parce que c'est dans l'exemplarité que l'enfant va se construire, et à l'inverse, évidemment, c'est dans le contre-exemple que représente à un moment donné un adulte que l'enfant va peut-être perdre pied et au contraire se déconstruire et perdre confiance dans la relation avec l'adulte. Peut-être encore un point ou deux avant de terminer ce propos qui est forcément très synthétique. Et je demanderai à Lucie de me faire un petit signe pour me dire combien de temps il me reste. Eh bien, combien de temps il vous reste? Peut-être 5 minutes? Parfait, très bien. Simplement, peut-être pour vous parler de la relation d'autorité. La relation d'autorité, j'ai très souvent entendu dans ma carrière des personnes s'excuser d'employer le terme ou de tout faire pour éviter de l'employer, comme si c'était un mot qui était devenu un peu dangereux, un mot qui sous-entendait une relation verticale, cassante, sévère, intransigeante, etc. L'autorité, je préfère l'avoir. D'abord, je préfère assumer le terme plutôt que d'y adjoindre, comme vous savez, ces concepts allemands qu'on trouve en philosophie allemande, autorité de bienveillance, avec des petits tirets, pour bien dire ensemble autorité et bienveillance, comme si c'était un oxymore, et comme s'il fallait absolument les relier ensemble pour tolérer ou pour supporter le terme d'autorité. Moi, je pense qu'il faut assumer le terme d'autorité. Et il est très important qu'un éducateur, qu'il s'agisse de parents ou qu'il s'agisse d'éducateurs dans un établissement scolaire, de professeurs, etc., il faut assumer cette notion d'autorité. Mais de quelle autorité s'agit-il? L'autorité, elle agit de manière intérieure. Elle n'agit pas d'abord de manière extérieure. Si l'autorité est d'abord une extériorité, alors il y a de fortes chances effectivement qu'elle glisse tôt ou tard dans la violence, soit dans la violence des propos, soit dans la violence des gestes. L'autorité est intérieure, ça signifie quoi? Ça signifie que elle agit dans la personne comme la sève agit dans un arbre. Aristote et saint Thomas à sa suite, saint Thomas d'Aquin, disaient que l'autorité, c'est la cause formelle de la société, c'est-à-dire ce qui va donner une forme, ce qui va donner un ordre à toute la société. Eh bien, l'autorité dans l'éducation, c'est ce qui va donner un ordre à toute la personne. C'est ce qui va ordonner la personne. Et donc, l'autorité, c'est pas tant un acte
qu'une disposition intérieure, et c'est à partir de l'effet de cette autorité sur le cœur de l'enfant et dans sa vie que peu à peu, l'autorité va trouver son efficience pour que l'enfant puisse s'appuyer sur cette autorité, soit pour le conseil, soit pour l'action, soit pour des choix, soit pour l'exercice de sa liberté dans l'engagement, etc. Et l'autorité, loin d'être un rapport vertical, est pour moi beaucoup plus, est vertical et descendant, pardonnez-moi, l'autorité est beaucoup plus un acte intérieur et ascendant qui aide l'enfant à croître et à se déployer. Et évidemment, dans cette conception de l'autorité, il s'agit beaucoup plus d'exercer la vertu de douceur, qui, comme vous le savez peut-être, est une vertu déclinée de la vertu de force, et non pas la vertu de force au sens comprise comme un acte de violence, mais bien comprise comme une maîtrise de soi qui va jusqu'à la douceur. Je terminerai en vous disant que, et ça synthétise un peu ce que je vous ai dit précédemment sur l'exemplarité, j'aime cette phrase que vous connaissez probablement du pape Paul VI, qui disait que l'homme contemporain n'écoute plus les maîtres, et que il écoute plus volontiers, pardonnez-moi, les témoins que les maîtres, et il préfère écouter les témoins, mais que s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins. Et je crois que l'engagement que doit prendre l'éducateur, c'est d'être un témoin de ce qu'il enseigne, de ce qu'il exige, et il doit donc commencer par s'appliquer à lui-même ce qu'il cherche à exiger des enfants qui lui sont confiés. Ce livre, je l'espère, vous a plu ou vous plaira. Je me tiens évidemment maintenant à votre disposition pour échanger avec vous à partir de vos questions, en espérant qu'elles nous permettront d'approfondir toutes ces réflexions. Oui, merci donc pour ces premiers éclairages. Alors j'ai à la fois des questions de fond, de concept, et puis des questions, des témoignages et des éclairages sur des questions, des situations concrètes. Alors je commence par là. Une maman me dit: nous rencontrons un vrai problème avec notre garçon qui est deuxième de fratrie, qui a 7 ans, en CP, qui peine à écrire, il est très dans la lune, il est dissipé, il répond beaucoup, il ne trouve pas d'intérêt à l'école, il lit très bien, comprend tout, maîtrise les maths. Et quand il s'énerve, ça part rapidement en hurlements, cris, coups, il se trouve nul, il crie souvent, il ne veut pas faire d'activité extrascolaire, ni musique, ni sport, ni rien, tout est négociation, et nous aimerions bien l'aider. Voilà. Mon Dieu, quelle question. Alors c'est une question qui est probablement trop particulière pour que je puisse satisfaire la maman qui pose la question, mais j'accepte volontiers d'y répondre de manière peut-être générale, en vous disant que d'abord il peut être intéressant, j'y ai pas fait allusion, mais j'en parle dans mon livre, il existe aujourd'hui, et je crois que c'est intéressant d'y faire appel, des tests sur la démarche intellectuelle d'un enfant. Le système scolaire aujourd'hui est un système qui est que je qualifie moi d'un peu violent en France, parce que c'est un système qui est monolithique. On parle du collège unique, il en va de même pour l'école primaire, et qu'il est très difficile aujourd'hui, à moins d'avoir des professeurs qui savent vraiment très bien s'adapter à tous les types d'intelligence, mais quand on a 30 enfants ou 28 enfants en face de soi, il est très difficile de s'adapter à toutes les formes d'intelligence. Et nous avons des enfants qui, à l'âge de 6, 7 ou 8 ans, au moment du développement de leur rationalité, des premiers soubresauts de la raison et de leur capacité à comprendre ou à intelliger les choses, qui vont effectivement dévoiler, révéler, découvrir en même temps eux leur tempérament.
et aussi leurs difficultés ou relationnelles ou liées à une blessure ancestrale ou liées à des difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leurs apprentissages. Moi, je considère, enfin, d'une façon très générale, hein, encore une fois, parce que il m'est très difficile de répondre sur un cas particulier, je considère qu'il y a nécessairement, comment dire, plusieurs causes quand un enfant rencontre ce genre de difficultés. Est-ce que les causes principales sont à l'école ou est-ce qu'elles sont principalement à la maison? Je ne saurais le dire. Ce qui est sûr, c'est que il y a une nécessité dans ces cas-là à poser des mots. Et il y a une nécessité à accompagner l'enfant, à trouver avec l'enfant les mots qui vont lui permettre de comprendre ce qu'il rencontre comme difficulté. Ensuite, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des tests de WISC 4 ou WISC 5 désormais, qui permettent de découvrir si l'enfant a une forme de précocité avec une hyperactivité, et puis d'autres aides qui peuvent arriver aussi avec des pédopsychiatres et auxquelles je crois volontiers si on n'enferme pas évidemment l'enfant dans un suivi qui dure trop longtemps, mais ça peut être une aide passagère. Voilà. Enfin, je vous dirais que sur la question et là encore une fois, ne connaissant pas le cas, ça m'est très difficile d'être ajusté dans le propos que je vais tenir maintenant. Je sais aussi que nous avons actuellement des enfants qui sont extrêmement perturbés, extrêmement agités par les écrans, par des sollicitations extrêmement nombreuses dans leur environnement personnel ou amical, des enfants qui ont été parfois tout simplement blessés par quelque chose qu'ils ont vu chez des camarades de classe sans que les parents soient forcément au courant, et que une amitié puisse devenir toxique à la suite de ça. Voilà, j'ai effleuré le sujet, malheureusement ne connaissant pas suffisamment la situation particulière, mais j'espère avoir apporté quelques éléments de réponse. Merci. Alors, nous allons maintenant avoir des questions sur l'autorité. C'est vrai que j'avais noté d'ailleurs une citation dans votre livre sur ce sujet où vous dites les caricatures 68ardes de l'autorité répressive sont l'expression de la dialectique marxiste qui a su rendre conflictuelle toute expression d'autorité dans son paradigme révolutionnaire. Et vous évoquez deux tentations, la domination et la démission dans l'autorité. Alors là, j'ai deux questions. Comment être efficient dans son autorité? Pouvez-vous donner des exemples concrets de ce que vous appelez l'autorité? Alors, je vais vous donner plusieurs exemples. Je vais en prendre un d'abord dans la vie enfantine. La réaction que l'on peut avoir avec un enfant de 2 ou 3 ans qui vient de faire une bêtise et de se tenir debout devant lui en le tensant avec un peu d'autorité, voire en criant sur lui, en s'emportant pour réfréner, je dirais, sa colère ou réfréner son caprice ou réfréner les bêtises qu'il enchaîne, etc. Je crois qu'il ne faut pas agir comme cela. Voilà. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que ça vient tout de suite, mais je pense qu'il faut commencer par se mettre à la hauteur de l'enfant. Il faut se mettre accroupi. Un enfant de 2 ans, un adulte fait au moins 2 fois sa taille. Est-ce que vous imaginez l'asymétrie que représente ce rapport d'autorité? Moi, je pense qu'il est très important de se mettre à la hauteur de l'enfant pour lui parler. Et en commençant par se mettre accroupi à côté de l'enfant pour lui parler ou de s'asseoir, tout simplement, eh bien, on rentre dans une relation où l'enfant est considéré pour ce qu'il est, c'est-à-dire capable d'entendre ce qu'on va lui dire. La différence qu'il y a entre un enfant et un animal que l'on reprend, c'est que l'animal, on le reprend avec une injonction, avec un impératif, avec une limitation immédiate et qui a pour but de le dresser. L'enfant, on va l'accompagner dans un processus éducatif et l'autorité doit pouvoir l'aider à croître intérieurement par rapport au regard, ou plutôt grâce au regard et aux paroles, aux propos qui vont être tenus par l'adulte
en face de la situation dans laquelle il se trouve. Je vous donne un autre exemple. Une de mes filles, un jour, me demande à avoir un téléphone portable. Ma première réaction est plutôt non. Je la trouvais jeune, elle avait 12 ans, et j'ai fini par lui dire écoute, ma chérie, tu insistes, donc moi j'accepte qu'on en parle, et je vais même aller plus loin. Si tu arrives à me convaincre avec tes arguments, eh bien, j'accepte de te procurer un téléphone portable. Nous avons pris un moment qui a été relativement long. On a pris 1 heure et demie ensemble, où on a regardé tous les arguments. Et tranquillement, on a descendu tous les arguments ensemble pour essayer de comprendre quel était l'enjeu de ce téléphone, etc. Bon. Elle a fini par admettre, accepter, eh bien, que c'était pas le moment. Voilà. Et puis j'ai pu tenir cette décision avec fermeté. Et pour autant, eh bien, je crois avoir parlé à son intelligence et l'avoir éclairé sur la décision. Dans cet exemple, comme dans le précédent, ce que j'essaye de vous dire, c'est que l'enjeu de l'éducation et l'enjeu de l'autorité, c'est d'aider l'enfant à déployer sa liberté, c'est-à-dire sa capacité à se donner à lui-même ou à accepter pour lui-même des règles en vue d'un bien. Et donc, ce n'est que dans un dialogue régulier que l'autorité est entendue et comprise. Certes, il ne s'agit pas de dialoguer en permanence et d'organiser une sorte de consensus permanent ou de conversation permanente où on discute de tout. Parce qu'on ne peut pas discuter éternellement des règles. Une fois que la décision est prise, et la décision a été prise sur le téléphone, on n'y revient plus. Mais en revanche, en amont de cette décision, c'est même la définition de l'acte prudentiel chez saint Thomas d'Aquin, eh bien, il y a le conseil, il y a la délibération, et puis il y a l'action. Et le conseil, c'est le temps pour entendre un certain nombre de convictions, un avis. La délibération, c'est le moment où on va en parler. Et puis après, il y a l'action, il y a la décision, l'autorité qui s'exprime et qui ferme le banc. Ensuite, je vous dirais mais je suis désolé parce que c'est des réponses qui sont probablement trop rapides, mais sur la question de l'autorité, il me semble vraiment très important de se dire que on est dans un rapport qui est, et j'insiste parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, mais dans un rapport qui est souvent beaucoup trop extérieur. On oublie que l'exercice de l'autorité est d'abord un acte intérieur de notre côté en tant qu'éducateur et qu'il a pour objectif de rejoindre l'intériorité de l'enfant, c'est-à-dire sa capacité à délibérer, à décider par lui-même. Même si cela peut vous paraître utopique si vous pensez à votre enfant de 7 ans qui est en CP et que vous vous dites mais si j'agis comme ça avec lui, ça va être impossible. Je pense que ce que je vous dis là peut s'adapter à tous les âges, à l'âge de 2 ans comme à l'âge de 20 ans. Et que nous avons une vision qui est trop extérieure et donc nous avons tendance à réagir plus qu'à véritablement réfléchir la question de l'autorité. Et quand on réagit, eh bien ça donne quoi? Ça donne un acte d'autorité qui souvent est dicté plus par l'impatience du moment, par la fatigue du moment, par une réaction dictée par une vexation ou par un moment blessant, etc. Et donc, on est conduit finalement non pas à poser un acte éducatif, mais à réagir. Et l'autorité perçue comme une réaction, eh bien, n'aide pas la formation intérieure et ne développe pas la liberté. Merci. Alors, question, comment gérer l'insolence de nos ados pour que ce soit constructif et non destructeur? Vous pouvez répéter, pardon? Comment? Oui. Comment gérer l'insolence de nos ados pour que ce soit constructif et non destructeur? Alors, oui, c'est pas une question très facile parce que effectivement, ça revient un peu à ce que je disais il y a un instant sur la question de
de la relation que l'on va tisser avec nos enfants dans notre manière de s'adresser à eux, de les écouter dans leur expression, du calme avec lequel on va aborder cette question de l'insolence. L'insolence, elle a pour, comment dire, effet presque systématique de nous faire sortir de nos gonds, et elle a presque pour effet systématique de nous conduire à ce que j'appelais il y a quelques instants une réaction. J'aime bien l'effet miroir ou l'effet boomerang dont on parle en psychologie, qui consiste à laisser dans l'air voler le terme qui vient d'être employé. Votre enfant vous dit non mais papa tu m'enquiquines, et peut-être même avec vulgarité, et vous lance une phrase non seulement blessante mais même tout à fait inappropriée. Selon les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, si l'enfant n'est pas rentré dans sa chambre en claquant la porte pour s'enfermer dans sa caverne, eh bien vous pouvez reprendre le moment. Mais le reprendre très calmement, le reprendre comme, comment dire, par un silence ou par une parole exagérément douce qui va permettre à l'enfant d'entendre et de comprendre et de prendre la mesure de ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire que l'effet miroir ou l'effet boomerang, c'est l'effet par lequel celui qui est en responsabilité éducative, le papa ou la maman ou l'éducateur, eh bien, plutôt que de répondre de manière symétrique à l'enfant, une insolence, je me fâche, il y a à l'inverse une insolence en face d'un calme, d'une douceur, d'une écoute, d'une compréhension, un peu à la manière, vous voyez, j'ai cette image. Malheureusement, les plus jeunes vont pas la connaître, mais je vous encourage à le voir. C'est un film d'Audiard avec qui s'intitule Un singe en hiver, où on voit à un moment donné Gabin s'énerver et puis qui lance tout un tas de phrases à son épouse avec des formules un peu choc, et son épouse, après avoir entendu ce tombereau de violence, le regarde et lui dit « Oh, bah, t'as l'air d'être fatigué et de souffrir. » Et effectivement, il y a ce décalage, vous voyez, entre l'insolence et finalement l'éducateur qui est capable, parce qu'il est adulte, parce qu'il a de la rationalité, parce qu'il a du recul et parce que l'enjeu est celui de l'éducation, eh bien, qui va recevoir ce qui est dit à ce moment-là, se poser et puis prendre le temps de la discussion. Le temps de la discussion, c'est pas un temps comment dire, de démagogie. Ce n'est pas un temps durant lequel on va passer tranquillement sur l'événement et en considérant que oui, bon, c'est pas si grave que ça une insolence. Mais si, c'est grave, bien sûr. Et qu'un enfant de 12 ans ou de 15 ans parle mal à ses parents, ce n'est pas admissible. En revanche, comment on le traite ? Si on le traite par un acte vertical d'autorité, va dans ta chambre, tu ne dîneras pas, ben on va rien obtenir. On a réagi, j'ai envie de dire, on a réagi à la violence par la violence. Et moi, je pense que c'est très important dans ces cas-là, eh bien, de s'isoler avec l'enfant, de prendre le temps de la discussion, de lui dire pourquoi ce n'est pas admissible, mais de vraiment prendre le temps et de lui faire prendre conscience de la gravité des mots qu'il a employés ou du ton qu'il a employé, et puis du contre-exemple qu'il représente s'il y a d'autres enfants plus jeunes dans la famille, etc. Voilà ce que je pourrais dire sur la question de l'insolence. Merci. Alors, question, une personne aimerait revenir sur comment peut-on être exemplaire sans être parfait malgré notre imperfection, voilà. Comment peut-on être exemplaire sans être parfait ? Vous voyez, il y a quelques années, j'ai lu un livre qui s'appelle Le chemin d'imperfection d'un prêtre qui s'appelle André Degnaud, qui est un prêtre canadien, et je trouve son livre tout à fait merveilleux parce que d'abord il est plein d'espérance, et ensuite il montre comment finalement l'imperfection des parents au quotidien ouvre d'abord la porte à la question du pardon, et je pense que c'est
essentiel de savoir assumer ses erreurs en éducation avec ses enfants. Je vais vous donner un exemple très concret qui m'est arrivé quand je dirigeais un établissement scolaire. Une petite jeune fille de seconde, un jour, s'effondre en larmes dans le couloir avec quelques-unes de ses amies. Je passe à côté, je me mets à discuter avec la petite jeune fille, les autres étant partis, et elle me dit, j'essaye de comprendre ce qui se passe, et elle me dit, non, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, et insistant un peu pour comprendre, vu son état, elle finit par me dire, non, mais en fait, maman est alcoolique. Et là, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, je comprends pas. Connaissant la famille, j'étais un peu étonné. Donc, s'ensuit une discussion avec responsable de niveau, et puis on finit par demander donc un rendez-vous avec les parents pour savoir comment ça va en famille, etc., sans faire allusion à la chose. Et puis, on comprend que la veille au soir, la jeune fille a vu sa maman un peu éméchée après une soirée, quelque chose que je ne saurais pas évaluer parce que je ne sais pas comment la soirée s'est passée, mais en gros, c'est la première fois qu'elle voyait sa maman dans cet état-là. La maman a très bien réagi. Elle a, comprenant ce qui s'était passé, parce que dans l'entretien, elle a un peu détricoté la chose et elle a fini par me dire mais oui, je comprends. Elle a claqué la porte, elle est montée dans sa chambre, elle était furieuse, etc. Mais je crois savoir ce qui s'est passé. Elle en a parlé avec sa fille. Elle a demandé pardon à sa fille. Elle s'en est expliquée tranquillement. Et la jeune fille, comment dire, a vécu ce moment et elle l'a raconté, je dirais, à sa responsable de niveau quelques semaines après, a vécu ce moment comme, disait-elle, vis-à-vis de sa maman, comme le moment le plus fort de sa vie. Parce que sa maman, pour la première fois, reconnaissait qu'elle avait qu'elle avait eu un moment de faiblesse, qu'elle n'était pas tout à fait dans son état normal, et qu'elle avait donné une image indigne à sa fille à ce moment-là. Je pense que le pardon peut être un chemin qui aide véritablement l'éducation à s'enraciner dans le cœur de l'enfant et à rendre accessible la vie adulte. Deuxième point important sur la question de la perfection et de l'exemplarité, c'est que je pense que l'exemplarité naît de ce que l'on souhaite donner à penser à nos enfants. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on souhaite leur transmettre du sens de notre vie, de nos convictions les plus profondes, de ce que nous vivons dans notre vie conjugale, du sens de la miséricorde vécue en famille, des échanges que nous avons avec l'extérieur, de notre manière de respecter le code de la route ou de notre manière de vivre dans la société certaines questions politiques ou écologiques ou etc. Et nous avons ici une responsabilité à assumer évidemment l'idéal que on doit montrer à nos enfants, c'est-à-dire un chemin avec une cime. Tout à l'heure, j'en parlais dans mon bref exposé introductif avec la question de la sainteté. Ça peut être la question du bien commun, la question du bonheur. En tous les cas, de montrer une cime à nos enfants et de leur dire que nous cheminons, que nous avançons et que nous sommes sur ce chemin. Et la vie adulte n'est pas une vie parfaite, mais que nous sommes sur un chemin d'élévation, de progression, de sanctification, et que par la grâce de Dieu, eh bien, nous progressons tous les jours. Et que quand je pars faire une retraite dans une abbaye pendant 5 jours, ou que je vais rencontrer mon père spirituel dans plusieurs fois par an, eh bien, j'assume ma progression, j'assume mon imperfection, j'assume le fait que je suis un adulte, mais que mes enfants savent et me voient partir pour faire
comment dire, un ressourcement, vivre un ressourcement spirituel dont j'ai besoin pour progresser. Et c'est comme ça que je leur présente. Et puis d'aller me confesser ou d'aller à une conférence où des personnes vont pouvoir m'aider à conformer de mieux en mieux ma vie au Christ. Et tout cela manifeste, je dirais, mon imperfection, le fait que j'ai juste quelques pas d'avance sur mes enfants. À l'échelle de l'éternité, c'est exactement cela. Je n'ai que quelques pas d'avance sur mes enfants. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut voir la question de l'imperfection. Et ainsi, je pense que ça ne retirera en rien la question de l'exemplarité. Puis, dernier point sur ce sujet, il ne faut pas confondre exemplarité et modèle. On peut être un exemple, ou plutôt on peut être un exemplaire des convictions, de nos convictions, et un exemplaire de nos valeurs, un exemplaire de l'Évangile, ou un exemplaire de ce que l'on essaye de présenter dans notre vie, sans être pour autant un modèle, dans la mesure où on n'attend pas de nos enfants qu'ils se modélisent sur notre propre vie, sur nos actes, sur notre pensée, etc. Mais on attend qu'ils puissent prendre appui sur l'exemple que l'on représente pour développer leur propre exemplarité, leur propre adhésion, leur propre liberté et leur propre engagement. Merci. Alors, il y a... et d'ailleurs, c'est vrai que vous parlez beaucoup du pardon et j'avais noté que vous disiez si je devais retenir un seul principe de mon éducation, ce serait certainement le sens du pardon. Oui. Voilà, donc j'ai maintenant deux questions assez similaires, d'ailleurs, de professeurs des écoles, toutes les deux. Alors, je suis professeur des écoles et j'ai pu constater au cours de mes 7 ans de carrière que certains parents avaient l'air de manquer de repères pour éduquer leur enfant sans que ce dernier devienne un enfant roi. L'autre personne dit les parents sont trop souvent déstructurés eux-mêmes. J'enseigne à Noisy-le-Grand et je vous assure que les dégâts sont terribles. Donc voilà. Et la question de ces deux personnes est que pensez-vous de l'idée de faire une sorte d'école de parents, entre parenthèses, donc cycle de formation pour les aider à être acteurs pour faire grandir leur enfant? Oui, merci pour ces questions. Je vais dire un mot avant de répondre à ces questions concernant cette relation un peu ambivalente que nous avons comme professeur ou comme cadre éducatif ou comme chef d'établissement sur ce rôle premier des parents. On a une conception un peu contradictoire dans la mesure où quand les parents réalisent correctement leur mission et assument pleinement leur rôle éducatif, sont bien présents, nous soutiennent, on est tout à fait d'accord pour assumer le rôle premier des parents. Quand les parents n'assument pas, n'assument rien ou assument mal ou même contreviennent aux actes éducatifs qui sont posés dans l'établissement tous les jours, on est presque tenté de leur dire, écoutez, laissez-nous faire, on va s'en occuper. Finalement, est-ce que ce serait pas mieux que l'école s'occupe entièrement de l'éducation? Et en fait, on a une contradiction, c'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé, c'est ce que je vais vous dire n'est pas du tout une conviction, mais ça m'est arrivé d'avoir la tentation de Payon. La tentation de Payon, c'est Vincent Payon, ministre de l'Éducation, qui disait il faut arracher les enfants au déterminisme de leurs parents pour pouvoir les éduquer librement et en gros leur donner un nouveau logiciel. Bon. Quand Vincent Payon dit cela avec son idéologie socialiste, il a évidemment une conception rousseauiste de l'éducation dans laquelle il s'agit d'éduquer à la place des parents, d'une façon générale. Dans certains cas, moi, ça a pu m'arriver d'être tenté, effectivement, quand je voyais le comportement de certains parents, de leur dire on va vous retirer les enfants et puis on va s'en occuper, ce sera peut-être mieux fait. Bon. En fait, c'est impossible. Non seulement c'est impossible, mais c'est pas souhaitable. Pourquoi c'est impossible? Parce que le curseur de l'éducation qui reste dans le cœur de l'enfant,
c'est celui de ses parents, qu'on le veuille ou non. Et si les parents sont déviants ou si les parents sont désordonnés dans leur éducation, eh bien, ça aura nécessairement des répercussions sur la construction de l'enfant et sur le cœur de l'enfant. Donc, par rapport à la question que vous posez, oui, tout à fait. J'ai connu des établissements qui l'avaient mis en place, j'ai connu même des diocèses qui l'avaient mis en place. Moi-même, je m'apprête à travailler sur un projet dans lequel il y aura notamment des formations pour les parents. Et je pense que c'est essentiel, effectivement, qu'on puisse aider les parents sur le plan éducatif. D'abord parce qu'il y a une transmission qui ne s'est pas faite depuis déjà 2 générations, que cette absence de transmission des repères éducatifs rend vraiment très difficile la transmission de parents qui s'appuient uniquement sur leur bon sens et qui ont du mal à réagir à la complexité des situations actuelles. Ne prenez qu'un seul cas qui est celui du smartphone et vous avez là effectivement une situation bigrement complexe à traiter pour les parents aujourd'hui. Quand vous voyez que dans certains établissements, la totalité des enfants de 6e ont un téléphone et qui, dans 9 cas sur 10, est un smartphone, je vous laisse imaginer ce qui se passe dans le cœur, l'imagination, la vie sociale, la vie nocturne des enfants avec cet outil. Et donc, c'est là où, effectivement, très en amont, moi, je pense qu'il faut absolument traiter cette question en amont, c'est-à-dire à l'âge du cours élémentaire ou du cours moyen, et dans l'articulation école-collège, il faut absolument qu'on puisse aider les parents, parce que c'est là que se font certains choix qui vont avoir des conséquences très, très importantes pour la fin du collège, c'est-à-dire en 4e, en 3e et en seconde. 3 années qui sont vraiment délicates, difficiles même pour certains parents, mais qui trouvent leurs racines et dont les problèmes souvent trouvent leur cause dans la fin du primaire ou au tout début du collège. Et donc oui, je pense qu'une école des parents serait nécessaire. Oui, je pense que c'est important de le faire. Après, il ne faut pas le faire n'importe comment. Je pense qu'il est important que ces formations ou ces aides aux parents se fassent de façon assez ciblée sur des sujets assez précis et qu'on n'en profite pas pour orienter la pensée et la philosophie ou la spiritualité des familles. Parce que je vois bien comment certains pays ont mis en place des écoles de parents et qui ont eu pour objectif de changer, que j'employais l'expression tout à l'heure avec l'ancien ministre de l'Éducation Vincent Peillon qui voulait changer de logiciel. Eh bien, je pense que certaines écoles de parents pourraient avoir tendance à vouloir changer le logiciel familial pour rentrer dans une logique beaucoup plus permissive de la relation éducative. Donc, s'il s'agit effectivement de développer l'éducation intégrale dans le cœur des parents, je crois qu'il serait bon d'avoir des écoles de parents pour l'éducation intégrale avec des pédopsychiatres convaincus de ces aspirations éducatives pour compléter le discours, le rendre réaliste, le rendre pragmatique et lui permettre d'être efficace et compréhensible tout de suite. Merci. Alors, une personne demande que faire si la famille est démissionnaire ou dépassée. L'enseignant, avec sa propre vision du monde, elle précise athée, catholique, bouddhiste, qui ne sera pas forcément celle de la famille, par exemple musulmane, n'a-t-il pas un rôle à jouer pour éviter la perte totale de repères? Oui, alors, moi, j'espère effectivement que les professeurs pourront dans l'avenir retrouver le rôle et l'importance qu'ils avaient il y a quelques décennies encore en France. Quand je dis quelques décennies, je devrais dire presque un siècle. Il y a un siècle en France, l'instituteur, comme le professeur, était un homme profondément respectable et respecté parce que c'était l'homme de la culture, c'était l'homme des repères, c'était l'homme de la morale et c'était l'homme sur lequel on s'appuyait aussi bien pour écrire une lettre dans un petit village que pour donner des conseils à une famille, que pour éduquer, etc., etc. Aujourd'hui, le métier de professeur a été très abîmé, très déconstruit.
plus en second degré qu'en premier degré, parce qu'en premier degré, je crois que les professeurs ont tous conscience qu'il convient d'abord d'éduquer avant d'enseigner, que si on n'a pas une posture d'éducateur, eh bien, on ne peut pas enseigner, tout simplement. Dans le secondaire, c'est pas tout à fait le cas, et vous avez malheureusement beaucoup de professeurs, sinon la majorité, qui sont eux-mêmes démunis, eux-mêmes en difficulté dans la relation éducative, en difficulté parfois personnelle, en difficulté dans la relation même à leur discipline. Quand vous voyez qu'on fait appel à Pôle emploi pour trouver des professeurs qui vont enseigner une discipline qu'ils n'ont jamais enseignée, tout simplement parce qu'ils ont une formation initiale dans laquelle ils ont vaguement appris l'histoire, ils ont eu une licence d'histoire, et puis après ils ont fait tout à fait autre chose pendant 10 ans ou pendant 15 ans, et puis on n'a pas de professeur, donc voilà, faut bien trouver un professeur, donc on va aller chercher ce monsieur ou cette dame qui va donner peut-être de tout son cœur un enseignement tel qu'il peut, mais qui n'arrivera pas et qui ne parviendra pas à être un repère véritablement stable, à transmettre véritablement des savoirs, à déployer une culture dans une intelligence, etc. Je pense que les professeurs ont malgré tout un rôle essentiel à jouer aujourd'hui, et que, évidemment, si notre pays va si mal aujourd'hui, je pense que c'est en grande partie parce que l'école n'arrive plus à donner la structure culturelle, les repères moraux à transmettre, une direction à la fois par rapport à la vie sociale, par rapport à la conception du bien commun, par rapport aux fondamentaux du langage, de la pensée, de la compréhension du monde, d'une trame historique qui leur permettrait de se repérer dans leurs propres valeurs et dans leur propre enracinement. Et finalement, eh bien, on a une société qui effectivement aujourd'hui est très disloquée et des professeurs qui n'arrivent plus à tenir la place qu'ils devraient tenir. Je prendrai qu'un seul exemple pour illustrer cela, parce qu'il me paraît être le plus emblématique et le plus, probablement le plus essentiel par rapport à la formation d'un enfant. C'est celui des professeurs de lettres. Il y a quelques années, une ministre a tenté de retirer le latin du collège, et Dieu merci, ça n'a pas duré très longtemps. Et puis, auparavant, un autre ministre avait retiré la grammaire. Il a fallu, voilà, tranquillement, une responsable des programmes qui a déverrouillé certains textes réglementaires récemment, il y a 3-4 ans de ça, pour pouvoir de nouveau enseigner la grammaire de manière un peu plus méthodique, et la grammaire de la phrase. Mais sur ce point précis du français, sur ce point de l'enseignement des lettres, on a de nombreux, on a toute une génération d'élèves qui ne savent ni lire correctement, ni écrire correctement, donc ni penser correctement. Et ces jeunes qui n'ont pas reçu cette formation littéraire, cette formation de l'intelligence, cette formation du langage, de l'écriture, en plus, pour certains, ne retrouvent pas dans leur vie familiale les repères culturels ou le soutien culturel qui leur permettrait, pardonnez-moi, d'apprendre à penser par eux-mêmes. Et donc, effectivement, il y a une forme d'accélération des inégalités avec une polarisation qui est très importante. On a des enfants qui n'apprennent pas correctement à lire et à écrire à l'école, mais ils vont le faire en famille parce qu'ils ont le soutien culturel. Et là, effectivement, là encore, votre question est tout à fait légitime, hein. Les professeurs ont un rôle essentiel à jouer pour faciliter l'intégration, l'assimilation d'enfants qui ne parviendront pas à finalement comprendre, à pouvoir vivre une vie culturelle, sociale ou professionnelle tant qu'ils n'auront pas acquis cela. Merci. Alors, question, selon vous, quels devraient être les changements prioritaires à mettre en œuvre en France pour rendre l'éducation nationale plus efficace?
Alors, c'est une vaste question. Je n'ai a priori pas de programme politique à présenter, mais je viens de signifier là, juste il y a un instant, une de mes grandes convictions, c'est que la formation littéraire doit être reprise fondamentalement. Une deuxième conviction, c'est que il faut absolument élaguer des programmes en primaire comme en secondaire, tout ce qui n'est pas utile et nécessaire pour lire, écrire, parler, compter. Lire, écrire, parler, compter. On peut y ajouter, et on doit y ajouter évidemment, l'histoire et la géographie. Et vous avez là les fondamentaux qui représentent le socle de transmission, la formation intellectuelle, la formation des repères qui vont permettre à des enfants de se construire, tout simplement. Et tant qu'on n'aura pas élagué les programmes de tout cela, de tout ce qui n'est pas cela, pardonnez-moi, et tant qu'on n'aura pas permis aux enfants de développer de vraies connaissances et de vraiment maîtriser la langue en primaire et en collège, et qu'on aura passé du temps à l'écrit, et qu'on aura donné la possibilité aux professeurs de passer du temps à l'écrit, parce que c'est surtout cela, on n'en sortira pas. Autre aspect, c'est, je pense qu'il faut, et c'est une urgence parce que on est dans dans une idéologie mortifère depuis plusieurs décennies sur ce sujet, il faut casser le collège unique. Il ne faut pas garder ce collège comme un couloir fermé. Il y a tout un tas d'enfants qui vivent très bien le collège général et qui peuvent continuer sur un lycée général. Mais très nombreux sont les enfants aujourd'hui qui perdent pied en 5e ou 4e et qui auraient besoin qu'on leur offre une autre manière d'apprendre, avec des objectifs qui seront pédagogiquement peut-être similaires ou assez proches, mais avec des pédagogies différentes sur le plan de la méthode d'apprentissage et même sur les applications. Enfin, je pense que il est urgent d'avoir un enseignement des langues qui soit beaucoup plus immersif. Immersif au sens où je pense que l'apprentissage des langues est encore trop, structurel, est encore trop marqué par un apprentissage, je ne vais pas dire comme une langue morte parce que ce serait caricatural, et je pense que honnêtement on en est sorti, mais les enfants en 6e et 5e devraient être immergés dans la langue pour progressivement en pratiquer la structure. Et on a tendance à faire l'inverse. Et ça, je pense que effectivement, ce n'est pas une pédagogie très réaliste. Bon, voilà quelques-unes des réformes ou des changements qu'il faudrait, à mon avis, opérer rapidement. Je terminerai en vous disant que on a actuellement une réforme qui est en préparation ou qui est même en train de passer et qui est vraiment dramatique, qui est la réforme de la formation des professeurs. On a des professeurs qui sont de plus en plus formés aux sciences de l'éducation, c'est-à-dire à tout ce qui a à voir avec des aspects sociologiques de l'éducation, des aspects psychologiques de l'éducation, avec une compréhension de la didactique, de la pédagogie en tant que telle, mais des professeurs qui sont de moins en moins compétents dans leur discipline. Et il est essentiel que les professeurs soient avant tout des experts dans leur discipline et qu'ils soient passionnants dans leur discipline. Interrogez-vous vous-même et interrogez ceux qui vous entourent. Quels sont les professeurs qui nous ont le plus marqués dans la durée? Ce sont ceux qui nous ont passionnés pour leur discipline et pas ceux qui avaient une grande capacité d'animation du groupe ou à la remédiation ou à la pédagogie, etc. Enfin, je ne vais pas aller trop loin dans les critiques des différentes idéologies qu'on doit à Bourdieu ou Mérieux, mais je crois effectivement qu'il va falloir s'interroger sur les conséquences de cette formation des professeurs.
J'ai participé à monter une école des professeurs avec le professeur Philippe Nemo, qui s'appelle l'École professorale de Paris, qui est un lieu dans lequel on enseigne encore les disciplines avec une vraie transmission des savoirs. Je pense qu'il serait heureux que cette école professorale, par exemple, eh bien, puisse se déployer davantage et connaisse une plus grande fécondité pour que on puisse former les professeurs de demain. Merci. Alors, du coup, je pense que vous avez déjà un peu répondu à cette question, mais j'avais eu la question, quel conseil donneriez-vous à une future enseignante? La question excellente dans sa discipline, déjà. Enfin, enseignante ou prof, elle a mis enseignante, alors c'est vrai que... Alors, je pense que la première... oui, le premier conseil que je donnerais, c'est d'être passionné de sa discipline, de lire, de se former, d'approfondir sa discipline pour ne pas avoir, comme c'est le cas de certains professeurs qui sont parachutés dans les établissements, 2 ou 3 séances d'avance, mais avoir une capacité d'avoir un décor de fond de sa discipline qui va lui permettre de passionner réellement ses élèves. Ensuite, je lui dirais que c'est un métier qu'il faut arrêter de présenter de manière triste, difficile, violente, etc. Dans l'enseignement public comme dans l'enseignement privé, il y a bon nombre de professeurs qui vivent une très grande joie dans l'enseignement et une très grande joie dans l'exercice de leur métier, parce qu'ils le pratiquent avec beaucoup d'exigences personnelles et qu'ils s'appliquent à eux-mêmes l'exigence qu'ils attendent de leurs élèves. Et moi, je crois effectivement que c'est un métier qui est, écoutez, j'aurais du mal à dire le contraire, mais que c'est un métier qui apporte énormément de joie, d'enthousiasme, et que il serait bien que nos familles chrétiennes, voilà, donnent davantage de vocation de professeurs, parce que on a besoin de professeurs, solides sur le plan humain, de professeurs joyeux, bien dans leur peau, bien dans leur vie, et puis de professeurs chrétiens. On en a un besoin urgent. Et donc, de même que certains évêques appellent aux vocations, eh bien, moi, je vous appelle effectivement à des vocations de profs. On en a besoin. Merci. Alors, question sur les choix des enfants, ça ne manquait pas d'arriver. Donc, j'avais noté d'ailleurs une longue citation. Vous dites leurs choix peuvent les conduire, donc nos enfants, les choix de nos enfants peuvent les conduire à sortir du chemin que nous avons espéré pour eux et à quitter le cercle des valeurs de la culture familiale. Quand cela arrive, il convient de sauvegarder par tous les moyens possibles la relation aimante et l'ouverture au dialogue pour ne pas perdre son enfant au moment où il se perd lui-même. Et nous avons eu 2 questions sur le sujet. Alors, question, comment réagir face à nos jeunes qui ne vont plus à la messe et semblent abandonner leur foi? Et deuxième question, comment expliquez-vous que dans une même fratrie, certains enfants refusent le modèle et empruntent une voie tout à fait à l'opposé de ce que souhaitaient les parents? Alors, éventuellement, je pourrais vous redire si vous voulez. Non, mais c'est très clair. Alors d'abord, merci pour ces questions. Ce sont des questions douloureuses, parce que c'est jamais très facile comme parent de voir l'un de ses enfants qui prend un chemin qu'on va appeler chemin de traverse, mais qui est en fait un chemin qui nous paraît déviant ou qui l'est objectivement. Soit dans la perte de la foi, soit dans un désordre moral ou un désordre affectif ou un problème dans la relation avec les autres membres de la fratrie. C'est d'abord douloureux. Et il est normal que ça le soit. Deuxième point, je vous dirais que je pense que, et c'est pour ça que et merci Lucie d'avoir lu cette phrase, parce que effectivement, je suis convaincu que la première attitude à avoir dans ces cas-là, mais la toute première, c'est de tout faire pour protéger la relation et le dialogue.
et de tout faire pour ne pas perdre son enfant au moment où il est en train de se perdre, c'est-à-dire que il faut tout faire pour apaiser la relation. La principale erreur, la première erreur dans ces cas-là, c'est de se raidir. C'est de tomber dans une forme d'intransigeance moralisatrice ou dans une intransigeance d'incompréhension qui tend à rendre l'enfant encore plus, comment dire, hermétique à tout dialogue, à tout désir d'explication ou de compréhension, puisque on part du principe qu'on ne peut pas le comprendre dans notre façon d'exprimer les choses. Et donc la première chose à faire, c'est à lui donner à l'inverse des indices de compréhension. C'est pas très évident parce qu'on ne le pense pas. C'est pas très évident d'envoyer comme indice je te comprends alors que ben non en fait je te comprends pas. T'as plus envie d'aller à la messe ou tu es en train de m'annoncer que tu vas comment dire te mettre en couple avec une personne du même sexe ou alors que tu veux t'installer avec ta petite copine la semaine prochaine alors que tu as 20 ans et que tu viens de la rencontrer. Voilà, ou que tu consommes de la drogue. Toutes ces choses vont forcément nous déstabiliser et nous plonger dans l'incompréhension si aucun de ces éléments sont présents évidemment dans la famille. La première attitude, je vous disais, c'est le dialogue, c'est la compréhension, c'est-à-dire d'accueillir la chose. Si on ne l'accueille pas, si on n'accueille pas l'enfant avec cette souffrance, avec ce fardeau, avec les mots qu'il va employer pour le dire, eh bien, il y a de fortes chances que l'enfant continue à s'enfermer dans l'idée que de toute façon, il n'est pas compris. Et que quoi qu'il arrive, de toute façon, il ne pourra pas partager cela avec ses parents. Et donc, vous risquez fort de consommer la rupture et de provoquer eh bien, une distance encore plus importante que celle qui est en train d'apparaître. Et alors, plusieurs choses. D'abord, il m'est arrivé à plusieurs reprises de constater que quand les parents prenaient le temps de s'asseoir avec leurs enfants et de le faire régulièrement, ce genre de difficultés pouvait apparaître dans la conversation familiale ou dans une conversation à deux ou dans un temps que l'on va passer avec un enfant. J'ai pu constater aussi que un papa un jour m'a raconté cela, il est parti marcher en montagne avec l'un de ses fils à la suite de la consommation par son fils de hashish avec des copains et puis il s'était installé tranquillement dans voilà la consommation de cette drogue depuis déjà je crois 6 mois ou 1 an. Le père a pris sur lui une semaine. Il l'a embarqué donc à la montagne. Ils sont allés marcher pendant une semaine et il a créé ce qu'on appelle en psychologie un ancrage dans le cœur de l'enfant, c'est-à-dire que c'est une famille dans laquelle il y a 5 enfants. Eh bien, il a offert une semaine de sa vie à son enfant parce que ça en valait la peine. Et il a dit à son fils durant cette marche la raison pour laquelle il l'avait fait. Ça a transformé leur relation. Il a pu en tirer évidemment beaucoup de bénéfices parce qu'il a pu à partir de là l'aider à en sortir. C'était pas trop grave, donc ça a pu s'arrêter. D'autres situations, je connais une situation dans laquelle deux garçons, voilà, enfin un garçon dans une famille a annoncé à ses parents qu'il allait donc eh bien se mettre en couple avec un autre garçon la situation n'a pas changé, mais en revanche les parents ont fait le choix non pas d'accueillir le garçon en question, le copain, mais de garder le lien coûte que coûte avec leur fils. Ce lien leur a permis de maintenir le garçon dans un lien non seulement familial, mais même aussi particulier que ça puisse paraître dans un lien avec la foi et avec la pratique. Ce garçon, je crois que ça fait à peu près 3-4 ans que la situation est installée, eh bien, a gardé des relations avec ses parents qui sont très belles. Je voudrais répondre à une des 2 questions maintenant qui est importante, c'est comment on fait, comment on vit cela. Alors, est-ce que vous pouvez répéter je crois que c'est la première question, Lucie?
Alors, la première question, c'était comment réagir face à nos jeunes qui ne vont plus à la messe et semblent abandonner leur foi? Et sinon, comment expliquez-vous que dans une même fratrie, Voilà. certains enfants refusent le modèle et empruntent une voie tout à fait à l'opposé? C'était sur cette seconde question, pardonnez-moi, que je voulais réagir en vous disant que vous touchez du doigt avec cette question ce que je vous disais précédemment sur la particularité de la liberté de l'enfant. Chaque enfant est unique. L'enfant n'est pas la génération culturelle de ses parents. L'enfant, il est un être unique auquel vous avez donné naissance, à qui vous avez essayé de transmettre ce que vous êtes et tout ce à quoi vous croyez, mais il conserve sa pleine liberté et son libre arbitre naît avec la rationalité, je vous le disais tout à l'heure, vers l'âge de 6-8 ans, et ce libre arbitre va se déployer avec tout un tas de facteurs que vous ne maîtrisez pas. Ça peut être le mot mal choisi d'un professeur un jour qui va le déstabiliser. Ça peut être un camarade de classe avec lequel il va voir une vidéo dans une cage d'escalier qui va le marquer pendant des années. Ça peut être un oncle qui a une attitude qui ne convient pas. Ça peut être une mauvaise lecture, etc., etc. Et malheureusement, nous ne pouvons pas, alors je dis malheureusement, mais je pense que c'est quand même heureux, nous ne pouvons pas tout maîtriser. Et nos enfants vivent les choses avec des résonances qui leur sont propres, parce que le message est toujours compris selon le mode de celui qui reçoit. Et donc, les enfants reçoivent des informations, vivent des expériences, voient des images, entendent des choses qui vont plus ou moins les marquer selon leur tempérament, selon leur sensibilité. Ils vont vivre des expériences, certains en seront protégés, d'autres malheureusement seront blessés par certaines attitudes et certaines choses qu'ils vivront. Ensuite, vous voyez, j'ai rencontré des enfants comme ça qu'on appelle en psychologie les vilains petits canards, c'est-à-dire voilà, dans une couvée vous en avez 6 et puis vous en avez un qui voilà, dont les parents considèrent qu'il bat un peu de l'aile, qu'il n'est pas tout à fait comme les autres, etc. Mais peut-être il faut s'interroger et j'espère ne blesser personne en disant ça, mais peut-être faut-il s'interroger sur le type de modèle qu'on a transmis, c'est-à-dire est-ce qu'on n'a pas voulu modéliser nos enfants et puis tout d'un coup on en a un qui sort un peu de la nichée, qui exprime son tempérament, qui exprime sa liberté, qui exprime sa volonté de sortir du cadre et son besoin peut-être d'exprimer son originalité, parce que alors que les autres sont peut-être restés dans le cadre, ont été plus scolaires, ont été plus dociles finalement au cadre éducatif. Et puis il y en a un qui effectivement ne rentre pas dans cette docilité. Sur ce genre de questions, c'est toujours difficile de répondre de manière ajustée, encore une fois, comme la question pour le petit bonhomme de 7 ans tout à l'heure. Je m'excuse parce que mes réponses sont forcément un peu générales. Merci. Alors peut-être dernière question. À l'aune de votre ouvrage, puis-je me permettre de vous demander quels sont vos projets futurs, nous demande une personne. Que c'est gentil, merci. Effectivement, il m'a été donné du temps, grâce à Dieu, pour écrire ce livre dans ces derniers mois. Ça a été un moment voilà, de vrai bonheur de pouvoir passer par cette écriture. Un grand historien m'a dit un jour que écrire c'est un baume, et j'ai pu mesurer à quel point c'était vrai. L'écriture est un baume. Le temps d'écriture, de relecture de ces 25 années m'a permis de rendre grâce finalement de tout ce que j'ai vécu sur le plan éducatif et en même temps de faire une synthèse en quelque sorte de toutes mes convictions. La pause dans laquelle je me trouve m'a permis aussi de réfléchir à ce que je souhaitais engager au service de l'éducation. J'ai travaillé trop longtemps dans l'éducation pour m'inventer une autre direction ou une autre expertise. Ma grande joie serait effectivement et sera de continuer, de poursuivre dans une œuvre éducative. Et donc je m'apprête
alors, je confie ça à votre prière et à la prière de Saint Joseph, puisque c'est à lui que je remets, je dirais, toute cette réflexion. Je m'apprête donc à développer un réseau qui sera un réseau d'éducation avec des établissements par affiliation ou par création, avec un centre de formation, avec donc pour les professeurs, pour les parents, pour les cadres éducatifs, qui me permettra bien de déployer ce projet d'éducation intégrale, d'apporter une alternative là où il n'en existe pas, bien à l'enseignement public et à l'enseignement privé sous contrat, quand il n'apporte pas véritablement une capacité à éduquer intégralement et chrétiennement les enfants, à offrir une véritable éducation. Et il y a tout un tas de territoires aujourd'hui en France où malheureusement, ni l'enseignement public ni l'enseignement privé sous contrat n'apportent de réponses satisfaisantes dans ce domaine. Et donc, je m'apprête à faire cela avec des investisseurs qui sont désireux de servir aujourd'hui le bien commun, la vie sociale, l'éducation, la culture. Et voilà, j'espère que tout cela verra le jour pour la prochaine rentrée. En tous les cas, c'est le timing que nous nous sommes donné et nous espérons que Saint Joseph continuera à nous aider comme il le fait déjà depuis plusieurs mois pour que tout cela se concrétise. Merci. Alors, une belle réaction d'un de nos auditeurs qui disait le vilain petit canard est devenu un beau signe. Nous ne voyons l'éternité de nos enfants que par un trou de serrure. Voilà. Nous avons encore beaucoup de questions en termes de comment se positionner en tant que chrétien, etc. Mais en fait, voilà, là nous arrivons à la fin de ce webinaire. Moi, je voudrais rappeler en fait qu'il y a encore énormément de richesse dans votre livre, notamment sur toute la question de la liberté. Vous dites la liberté n'est pas un état de nature, mais bien un effet de l'éducation. Et il y a pas mal de développement sur ce sujet, comment éduquer à la liberté d'une certaine manière, et puis aussi sur l'apprentissage joyeux des vertus. J'avais noté une morale de la frustration permanente n'a aucune chance de conduire au bonheur, et on aime le voyage car on aime la destination. Donc voilà, faire un peu rêver nos enfants sur ce qu'on leur propose. Voilà, l'apprentissage joyeux des vertus. Et bien voilà, donc merci d'avoir été avec nous ce soir, et peut-être une citation que vous donnez dans votre conclusion pour essayer de conclure un peu ce webinaire. Vous dites: pour le bien des enfants, pour notre bien commun, pour retrouver une justice sociale ouverte à l'amitié politique, il est urgent de restaurer la véritable éducation, l'éducation intégrale. C'est un acte de justice à l'égard des enfants. Voilà. Donc, oui, il faut que je rappelle encore que pour les Parisiens, vous serez présents en dédicace, et pourquoi pas finalement pour continuer à discuter. Avec joie. Voilà, c'est ça. Donc, ce sera le 13 mars. Le 13 mars, voilà, le 13 mars de 12h à 15h, c'est ça. Exactement. Donc, c'est un samedi. 48 rue de la Bienfaisance dans le 8e arrondissement. C'est un samedi, puisque nous ne sommes pas confinés, n'est-ce pas? Moi-même étant à Lyon, effectivement, j'ai cette chance aussi. Donc voilà, les personnes, effectivement, vous remercient énormément là sur le chat. J'ai beaucoup de remerciements pour vous. Une personne qui demande d'ailleurs s'il y a un site pour suivre votre projet en construction. Oui, le site va bientôt arriver. Voilà, le site est actuellement en construction, et du reste, je remercie la personne qui est en train de le travailler et qui nous écoute ce soir. D'accord. Et donc, peut-être redonner le nom pour qu'on puisse du coup chercher le site. Ce sera Éducation intégrale. En tapant Éducation intégrale François-Xavier Clément, on tombera dessus, et on verra en même temps des nouvelles sur le projet dont j'ai parlé ce soir.
D'accord. Voilà, merci. La semaine prochaine, d'ailleurs, nous allons parler encore d'éducation avec Stéphane Bloco sur eh bien, le biberon numérique, le défi éducatif à l'heure des enfants hyper connectés. Voilà, il s'agit d'oser prendre la mesure de ce que vivent ces générations biberonnées à la connectivité permanente, dit ce monsieur-là. Donc voilà, il est quand même docteur en sciences de l'information et de la communication. Donc il a, voilà, Stéphane Bloco a mené d'ailleurs diverses formations auprès du ministère de la Santé, du Sénat, de la Fondation pour l'enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse. Donc voilà, la semaine prochaine, le biberon numérique, le défi éducatif à l'ère des enfants hyper connectés. Et puis nous aurons la semaine d'après le docteur Patrick Théier, que nous avions d'ailleurs déjà vu sur les expériences de mort imminente. Et bien là, il nous parlera d'une autre médecine, exactement, une autre médecine est possible pour une santé respectueuse de la création, de la vie et de la personne. Voilà, vous pouvez retrouver eh bien tout cela sur le site des éditions Artege, rubrique webinaire, et c'est là aussi où vous pourrez trouver l'enregistrement de ce webinaire. Pour ceux qui, voilà, je vois qu'il y a des personnes qui disaient qu'ils sauraient prendre des notes, c'est totalement possible. Vous pouvez le réécouter, vous pouvez même avancer et retrouver les sujets qui vous intéressaient plus. Voilà, donc je vous ai mis le lien normalement sur la messagerie instantanée. Je vais remettre également, pour ceux qui le demandent, le lien d'achat du livre. Il est ici, voilà. Eh bien, bonne soirée à tous, bon repos. Et effectivement, prions pour ce projet d'éducation intégrale. Merci Lucie et merci à tous, merci de votre présence.